Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 17. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias, je pense que ça fait à peu près un an jour pour jour qu'on a commencé le podcast. C'est-tu jour pour jour? Je pense qu'on était ça avait commencé à la mi-janvier. Puis on savait même pas, puis ça va être comme un anniversaire aujourd'hui. On va célébrer ça. Oh oui. Avec notre ami Pierre-Alexandre Girard, alias Le Pag. Salut les gars. J'ai l'impression que cette émission-là va faire du chemin. Oui, grâce à CarGurus! Processus est présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. C'est drôle parce que cette semaine, je repensais à notre clavardage de 2022, puis tu sais que mon amour pour Lane Hudson remonte à quand même longtemps. Oui. Et mon boss a réussi, Jean-François Tremblay, a réussi à retrouver le clavardage. Et là, j'espérais que mon amour pour Lane soit présent dans le clavardage. Oui. Et juste avant 26, quand ils ont choisi Méchard, avant, j'ai dit, je souhaite Lane Hudson. Finalement, ni 26, ni 33. Il a fallu attendre à 62, finalement, le repêcher. Puis, dans la dernière année, je te disais souvent, je comprends pas, Simon, tes réserves, parce que c'est ton style de joueur, Lane Hudson. Et la semaine dernière, Pag, Ouais. là, j'ai dit, Simon, ça va durer combien de temps? Ça arrête quand, là? Puis il m'a dit, je vais en parler la semaine prochaine. Alors, je pense qu'on peut parler d'une... Est-ce qu'on peut parler d'une déclaration officielle? Oui. Oui. Parce que là, ça fait quoi, 42 matchs? 42 matchs. 2 l'année passée, puis 44, là, avec les 2 de l'année passée. Ouais, 44 matchs. Je te laisse aller. Bon. Bien, t'as bien commencé ça, Mathias, en disant le genre de joueur que j'aime habituellement. Alors, avant de parler Hudson, je vais faire une petite histoire qui peut remonter à il y a 40 ans, il y a 10 ans, enfin. Un mélange, si on peut dire, de toutes sortes de choses, toutes sortes de réflexions que j'ai faites sur des joueurs par le passé. Oui. Je remonte au début des années 80. Il y avait 2 défenseurs, Paul Coffey et Phil Housley. Paul Coffey est adjoint à Edmonton. Phil Housley, en ce moment, est entraîneur associé des Rangers de New York, qui étaient des défenseurs strictement offensifs. Mais vraiment strictement offensifs. Et à chaque fois que j'entendais dire par des journalistes, des amateurs, des amis, que ces 2 gars-là étaient pas bons défensivement, je disais tout le temps, on s'en fout. Et Coffey, d'ailleurs, en 83-84, a eu des saisons de 96 et 126 points. C'est un défenseur. Et c'est un certain Rod Langway, un ancien du Canadien, qui avait gagné le trophée Norris avec 32 et 33 points. J'étais monté aux barricades. Évidemment que j'avais pas de micro pour en parler, alors ça demeurait entre les 4 murs du cégep. Mais les discussions, les arguments que j'ai eus avec des gens là-dessus, des amateurs de hockey, comme quoi un Paul Coffey, tu peux pas passer à cause de ça, et on s'en fout s'il était un 4e attaquant, il était pas bon défensivement. Puis je tenais mon bout. Bon. On avance 30 ans, 40 ans plus tard. En 2013, il y a un attaquant que j'aime beaucoup, qui est minuscule, qui s'appelle Victor Arvidsson. Il n'est pas repêché en 2013. Je l'avais top 10. En 2014, il est finalement repêché, 62e. Et lui aussi, 62e. Mais excuse, 4e ronde. Je m'excuse, 4e ronde. Et là, Victor Arvidsson, il est petit et il n'est pas très rapide. Mais moi, je me disais, mais vous voyez pas ses mains.
Le gars a un arsenal de feintes incroyable. Il fait des choses qu'on ne voit pas dans la LNH. Et finalement, Arvidsson a eu sa chance et est devenu quand même un bon joueur. Il a une couple de saisons de 30 buts, malgré le fait qu'il était minuscule et qu'il n'avait pas un gros coup de patin. Quinn Hughes, 2018. Trevor Timmons s'en va au micro, je crois, de Tony Marinaro. Il dit « Quinn Hughes ne pourra pas jouer défensivement de façon adéquate dans la Ligue nationale. » Et je pense qu'il te l'avait dit. Mathias. Absolument. Bon. À ce moment-là, moi qui n'étais déjà pas un grand fan de Trevor Timmons, pas besoin de te dire que j'avais dit « On s'en fout, Quinn Hughes, il transporte la rondelle de bout en bout, il fait des jeux offensifs, il fait 30 beaux jeux pour 20 gaffes, 30 moins 20, ça fait plus 10. » Et je voulais que le Canadien le repêche. Et là, il y a un défenseur, Lane Hudson, que le Canadien repêche il y a 2 ans, qui avait à peu près un profil semblable à ces gars-là dans un certain sens. Phil Housley, c'était pas un gros joueur. Arvidsson était un petit joueur. Quinn Hughes, c'est pas un gros joueur non plus. Bon, Quinn Hughes avait un meilleur patin, mais bon, enfin, on peut dire qu'il y avait un profil pour les feintes, pour le maniement de la rondelle, c'était dans ce niveau-là. Et là, contrairement à ce que je fais tout le temps, je me dis, il est minuscule, il n'a pas un super coup de patin. Puis là, je commence à trouver reculons, etc., etc. Puis je me dis, ça peut-tu vraiment marcher dans la LNH? Puis, à chaque niveau qui montait, je me disais tout le temps, oui, mais là, il y a quelqu'un qui va le ramasser. Oui, mais là, il va faire trop de revirements. Oui, mais. Et lundi dernier, contre Vancouver, il s'est fait vraiment rentrer dedans. Les Canucks ont été après lui. Il y a 3 points quand même. Bon. Est-ce que Lane Hudson crée des revirements? Oui. Est-ce que c'est un joueur que tu vas mettre nécessairement dans la dernière minute de jeu quand tu as l'avance d'un but? Non. Mais quand tu regardes l'apport qu'il y a sur le jeu de puissance et le nombre de jeux qu'il crée dans une saison, dans un match, ben tu te dis, écoute, il crée 30 chances de faire quelque chose, pas nécessairement une chance de marquer, mais il crée 30 jeux. OK, il y a 3-4 revirements, puis OK, il y a 3-4 fois devant le filet, il se fait tasser devant son filet. Mais quand tu as le pour et le contre, tu regardes ça et tu te dis, ben oui, c'est Phil Housley, c'est Paul Coffey, c'est Quinn Hughes, c'est Victor Arvidsson. Tous des joueurs que j'adorais. Alors, ce que j'ai fait, je suis retourné à la saison de repêchage de Lane Hudson dernièrement, 2021-2022, pour regarder ces matchs avec le programme national américain qui jouait dans la USHL. Donc, c'était un très bon échantillon. Puis là, je le regarde, puis je me dis, ouais, c'est ça, c'est le Lane Hudson qu'on voit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai échappé? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me suis entêté à dire, il est petit, il n'est pas vite, il n'est pas si vite que ça, il est pas lent, là, mais il n'est pas si vite que ça. Il y a une affaire que j'ai échappé. Il était tenace. La ténacité qu'il démontre en ce moment, même après s'être fait bousculer, même après avoir perdu la rondelle, il l'avait ça. Et ça, dans mon évaluation de 2021-2022, je l'ai complètement omis de l'équation. Puis c'est quelque chose que je regarde d'habitude, la ténacité. Je le dis souvent. Est-ce qu'il est travaillant? Est-ce qu'il est paresseux? Est-ce que le gars a peur? Est-ce que c'est un peureux? Tu sais, tu peux peser 160 livres et ne pas être peureux. Tu peux en peser 215 puis tu peux être peureux. Bon. Est-ce que Lane Hudson, c'est une exception? Oui, ça demeure une exception. Il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'un petit joueur de 5 pieds 9, 160 qui manipule la rondelle, que je vais le classer top 10. Non. Puis peut-être qu'il est l'exception qui confirme la règle. Sauf que, pour moi, je ne suis pas là pour chercher des excuses. Puis je vais te dire pourquoi. Il y a des excuses que j'aurais pu prendre. Ben, il a été choisi 62e, donc je ne suis pas le seul qui ne l'a pas vu. Le Canadien a choisi Beck et Méchard avant. Donc, le Canadien, finalement, il n'était pas si haut que ça sur la liste. Sinon, il l'aurait pris au rang que toi, tu le suggérais, Mathias. Alors non, il n'y aura pas d'excuses. Puis je vais te dire pourquoi il n'y aura pas d'excuses. Parce que moi, habituellement, quand j'aime un joueur, je fais fi de ce qu'on pense, je fais fi des standards, puis si j'aime un joueur, je le crie au risque de me faire traiter de fou, puis ça m'est déjà arrivé. Combien de fois que j'ai donné des gars qui étaient repêchés premiers, qui s'avéraient les meilleurs joueurs du repêchage, mais qu'à ce moment-là, on disait « t'es complètement fou ». Il y a 2 fois, je me suis trompé, mais je me faisais toujours traiter de fou, que j'ai raison ou tort.
Alors, c'est ça l'idée. Puis là, alors, j'en ai pas d'excuses parce que moi, je me fais une fierté de justement arriver puis dire « Ah, comment ça fait que vous l'avez pris 62e? » Et non pas de me cacher derrière ça 2-3 ans plus tard puis dire « Ouais, mais écoute, personne ne l'a vu, moi... » Non. C'était à moi d'arriver puis de dire Lane Hutson, top 10, comme j'ai fait pour Victor Arvidsson, comme j'avais dit que Quinn Hughes devait être le choix du Canadien. Alors, en conclusion, je peux dire que j'ai omis de focusser sur ce que j'adore chez un joueur, puis j'ai plutôt décidé d'émettre les mêmes commentaires que je reprochais aux gens qui me disaient de me calmer avec Quinn Hughes. Alors, c'est ça. Si le repêchage 2022 avait lieu aujourd'hui, Oui. Pour toi, tu le classerais où? Tu sais que j'aime pas faire des repêchages 2 ans plus tard, parce que ça peut changer. Mais, écoute, là, c'est sûr que tous les gars ne sont pas arrivés dans la Ligue, on fait la preuve. Ah, écoute. Top 2. C'est qui ton top 2 en ce moment? Ben, Blanc-Bonnet, Blanc. Là, j'aime beaucoup Logan Cooley quand même. OK. Qu'on va voir cette semaine d'ailleurs contre. Fait que t'imagines quand même top 2, là. Oui. Parce que, écoute, peut-être que Cutter Gauthier éventuellement va devenir meilleur. Peut-être Slavkovski va devenir meilleur. Mais là, on y va avec ce qu'on voit en date de la mi-janvier 2025. En ce moment, c'est 1 ou 2, là. Puis moi aussi, je me suis demandé, tu sais, parce que tu te rappelles à l'époque, je t'avais demandé, envoie-moi du Quinn Hughes de Michigan. Oui. Puis je t'avais dit, Hughes ne défendait pas mieux à Michigan. Non. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est à cause du Canadien? Puis ça, on te le reproche, mais en même temps, on oublie que quand tu parlais de Demidov, tu disais c'est le meilleur espoir depuis Lafleur. Ryan Backer, tu le vois dans... Et c'est pas Timmins qui a repêché Hutson. Non. Fait que ça a toujours été un mystère pour moi. Mais ça t'honore ce que tu fais là aujourd'hui. Écoute, je l'ai échappé sur... Bon, sur quelque chose. Bon, là, on peut dire en même temps, il y a 2 choses qu'on peut dire. Est-ce que c'est un feu de paille? Oui, bien 44 matchs. C'est quoi un feu de paille? Jonathan Cheechoo. Oui. Il a 19 ans, a marqué 56 buts pour finalement, 2-3 ans plus tard, complètement disparaître de la Ligue nationale. Peut-être pas 2-3 ans plus tard, mais en fait, le gars n'a jamais égalé ça. Il y a eu une saison de 37 buts, puis après ça, il est tombé. Il y a peut-être des facteurs hors glace aussi dans son cas. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même un gars que l'année qui a fait 56 buts, moi, je regardais beaucoup les Sharks à l'époque. Et je les regarde encore beaucoup, d'ailleurs. Mais à l'époque, je les regardais beaucoup avec Joe Thornton, Patrick Marleau, et j'avais vu Cheechoo, et ça rentrait de partout. Puis les gars, dans les poules de hockey l'année suivante, avaient tous sauté sur Cheechoo. Moi, j'avais dit, les boys, vous n'avez pas vu les matchs. Ça rentrait de partout. Ça ne peut pas rentrer comme ça. Alors, mais Lane Hutson, il n'y a pas de chance dans ce qu'il fait. Puis après 44 matchs, là, les équipes le savent. Puis ce qui m'a décidé vraiment, c'est la façon dont Vancouver l'a traité sur la glace lundi passé et comment il s'est mis au-dessus de la mêlée. Bon. Le bémol, évidemment, que tout le monde, pas tout le monde, mais que beaucoup de gens mentionnent, les fans réalistes, les séries. Oui. OK. Quinn Hughes a un dossier mitigé en série. Je me souviens qu'en 2020, je crois que c'était l'année de la bulle, il avait été pas mal bon. Les Canucks s'étaient pas rendus en demi-finale ou en quart de finale, mais éliminés à 7 matchs. Enfin, il avait été très bon. L'année passée, ça a été très difficile défensivement. Oui. Alors, Lane Hutson en série, on ne le sait pas encore. Alors, c'est sûr que je me garde des réserves, mais pour t'amener en série et faire les performances qu'il fait en ce moment, je crois que ça, c'est durable. Je crois que le Lane Hutson de saison qu'on voit en ce moment va être le Lane Hutson de l'année prochaine et dans 2 ans et dans 3 ans. Les séries, on s'en parlera. OK. Mais Quinn Hughes, de toute façon, tu l'aimes pas moins, même si ça a été plus difficile en série l'an dernier. Non, je l'aime pas moins. Il jouait beaucoup. Cependant, les séries, je le dis tout le temps, pour moi, dans l'évaluation, c'est très important. Mais peut-être que d'autres joueurs peuvent compenser. Puis, tu sais, il y a des joueurs, comme on dit, ils t'amènent en série, il y en a d'autres qui font gagner. Mais Hutson, de toute façon, ne serait-ce qu'en jeu de puissance en série, il va être là. Oui. Alors, on verra pour le moment, mais c'est très bien parti. Puis, tu sais, souvent, on dit que dans les reconstructions, à un moment donné, c'est pas juste les choix top 5 qui vont t'amener en quelque part. Ça te prend 1 ou 2 coup de circuit. Coup de circuit. Ça, je pense que tu en as parlé dans ta chronique de la presse. Alors, est-ce que Hudson est justement le choix de fin de 2e ronde qui va être un genre de... Et je compare l'impact, là, le Duncan Keith du Canadien. Duncan Keith qui avait été choisi en 2e ronde par Chicago. Et oublions pas que ça n'avait pas fait grand bruit, la sélection d'Hudson. Comme la sélection de Duncan Keith n'avait pas fait grand bruit. Mais finalement, c'est des gars qui vont
ajouter, parce que tu peux pas juste créer ton noyau d'impact avec des choix top 5, sinon tu vas être à queue pendant 10 ans. sûr. Tu peux pas. Des choix top 5, tu peux aller en chercher 3, 4, 5. Mais après ça, ton noyau de 10 joueurs d'impact, il faut que tu le trouves en quelque part. C'est pas juste des échanges, c'est pas juste des agents libres. faut que tu le repêches. Le temps à Pittsburgh, Kucherov à Tampa, t'as pas le choix. Ça t'en prend un ou deux. Ouais. Puis là, le Canadien semble en avoir trouvé un. Et là, on a une nouvelle génération de défenseurs de plus petite taille. Tu as eu Adam Fox, Cale Makar, Quinn Hughes. Tu pourrais situer Hudson où en ce moment par rapport à ce groupe-là? Là? Ben, c'est sûr que Makar, il est dans une classe à part. OK? À tous les points de vue. Puis c'est quand même un joueur, il a gagné le trophée Norris. Il a la Coupe Stanley, il est un gars établi. Bon. Quinn Hughes, je pense aussi. Là, on compare un peu des pommes avec des oranges dans le sens que c'est des gars qui ont été repêchés 4-5 ans avant. Je parle de potentiel. Côté potentiel de points, je crois que ça peut s'approcher de ça. Parce qu'on voit que Hudson, c'est une machine à points, là. Bon. Puis, peu importe comment. On a vu en prolongation contre Washington, il a bloqué le lancer du bout du patin. Ça, c'était tout un jeu. Ça, c'était tout un jeu. Puis après ça, Suzuki, il est un peu chanceux sur le but parce que lui aussi a ricoché. Mais le point, c'est qu'il a bloqué le lancer. L'intelligence. Hein? Ouais. Alors, je pense que du côté points, 1 point par match, éventuellement, alors que quand le Canadien va avoir un demi-dove avec lui et tout, 1 point par match pourrait être raisonnable. Pour ce qui est de l'impact dans l'ensemble, moi j'ai de la misère à sortir Makar d'une certaine stratosphère, mais je pense qu'il peut certainement être aussi bon sinon meilleur qu'Adam Fox. Puis Quinn Hughes, je suis jamais faible pour le patin de Quinn Hughes. Alors, je suis pas sûr encore. C'est le meilleur défenseur du Canadien depuis... Mon Dieu. Le meilleur défenseur du Canadien depuis. Il y en a eu des bons, là. Tu as eu Markov, tu as eu Subban. Tu parles offensivement? Oui. Je te dirais depuis Subban. OK. Oui. Meilleur que Subban? C'est 2 joueurs au style différent. Okay. Il y en a un qui était plus un bulldozer, puis l'autre qui est plus en finesse. Mais on peut dire que, il rentre dans les catégories. Il y a eu Markov avant. Pour les plus vieux, il y a eu Kourchelios. Mais lui, Kourchelios, c'est vraiment un défenseur archi complet. Lara Robinson, qui était aussi un défenseur complet. Mais je pense que, écoute, c'est meilleur depuis Subban. Tu sais, tu t'as dit à un certain moment, tu parlais de gadget, puis tu me l'as expliqué. Ce que tu voulais dire, c'est que c'est un joueur différent, mais ça a été interprété par beaucoup de gens comme si ça diminuait. Non. Hudson. Est-ce que tu es prêt à retirer le mot gadget? Sais-tu quoi? Je suis peut-être prête à modifier la définition. OK. Mais ma définition à la base, elle était qu'un joueur gadget, et c'est surtout au football qu'on appose cette étiquette-là sur un joueur, c'est un joueur qui a des habiletés vraiment exceptionnelles, spéciales, particulières, que pas grands joueurs ont. Mais que dans un système de jeu rigoureux, 60 minutes par match, que ce soit au football ou au hockey, il ne peut pas faire partie du plan de match standard. On va parler des receveurs de passe, mettons au football, où je prends toujours l'exemple de Taysom Hill qui est à la Nouvelle-Orléans. Il est à la fois corps arrière et receveur de passe. Lorsqu'on a des jeux précis à faire, on sait que le gars est polyvalent parce qu'il y a des habiletés qu'aucun autre joueur dans la Ligue nationale de football a. Mais Taysom Hill comme corps partant, tu ne gagneras pas du Super Bowl. Taysom Hill comme receveur de passe partant, c'est pas l'idéal. Alors moi, j'avais vu Hudson comme un joueur que tu dois utiliser avec modération, c'est-à-dire tous les jeux de puissance, tous les 6 contre 5 en fin de match quand tu perds par un but, etc., et essayer de le protéger durant les matchs et éviter qu'il affronte le trio de Pasternak et Marchand, éviter qu'il affronte Jack Eichel, éviter ça. Ça, je pense que c'était une définition quand même qui tenait. La seule chose que je remarque, c'est que il y a quand même... Il est plus que ça. Mais est-ce que je maintiens encore que tu peux pas le faire jouer contre les premiers trios adverses constamment? Ça, je le maintiens. Bon. Mais est-ce qu'on enlève le gadget? Bon, on peut l'enlever. Bon. Correct, ça, Pag? Ben oui. Bon, félicitations. Écoute, merci de ton... Parce que c'est ça. Tu fais ce que beaucoup vont pas faire nécessairement dans le milieu aussi, c'est d'admettre tes torts, puis... Je vais être le premier à souligner tes bons coups aussi. Ben oui, je le sais. Puis je pense que c'est ça que les gens vont apprécier aussi, que moi, toi, on puisse être capable de le reconnaître quand on... Puis d'ajuster le tir. Parce que c'est ça, c'est la vie, c'est ça aussi. Puis tu sais, il y a aussi le fait que ça soit un joueur du Canadien, ça soulève un petit peu plus les passions, dans le sens que, tu
sais, j'ai fait bien des commentaires de ce genre-là sur d'autres joueurs. Ouais. Mais quand tu parles d'un joueur repêché par Columbus ou Minnesota, C'est sûr. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas la même chose. Là, on est à Montréal, on fait un podcast qui est majoritairement, dont les auditeurs sont majoritairement des partisans du Canadien. Mes interventions aussi à BPM, etc. Donc, les gens qui entendent ça, ben, ils se disent, mon Dieu, il est négatif envers le Canadien, il est entêté, ici, ça. Mais il reste quand même que des commentaires comme ça, j'en ai fait sur bien des joueurs. Ouais. C'est juste que ça passe un petit peu plus sous le radar. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort. Puis, c'est ça. Mais là, Est-ce que j'aurais pu être plus prudent suite à ce qu'on voyait dans la NCAA? Puis, surtout que je l'ai vu en personne. Ouais. On était là aussi en même temps, au Vermont, avec mon fils Antoine. Ouais. C'est ça. Qui nous écoute d'ailleurs. Est-ce que j'aurais pu être plus prudent? Ouais, peut-être. Mais moi j'ai l'habitude de ne pas changer mes prédictions sur des joueurs au gré d'un match. Après 44 matchs. Là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, arriver puis dire, après une saison dans NCAA, le gars, oui, OK, on va attendre que le gars arrive dans la Ligue nationale. Tu sais, moi, je réévalue ça. C'est comme faire des repêchages au bout d'un an. Ouais. Moi, je suis pas fort là-dessus. Puis, tu sais, en bout de ligne, mon rêve, c'est de toujours évaluer les joueurs quand les carrières sont terminées. Mais là, la carrière de Lane Hutson va être terminée. Je vais peut-être avoir 75 ans. Mais puis ça te montre comment le joueur est spécial aussi que tu le fasses après 44 matchs. Oui, mais on pourrait prendre des exemples à un moment donné de joueurs sur qui j'ai déchanté après 44 matchs et d'autres, Tyson Jones, que j'adorais, j'ai déchanté après 44 matchs. Mais ça a moins belle parce que c'est un joueur du Colorado. Ouais. Mais c'était quand même un joueur que j'adorais. Et lui, à l'inverse, après 44 matchs, je t'avais dit un moment donné, il y avait eu un match de 3 buts même. Puis là, il y en a qui me disent « Hey, ton Jones, t'as fait 3 buts. Ouais. » Oubliez ça. Tyson Jones, non. Et on voit que c'est ça. Bon. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Si on revient dans le temps, là, après le repêchage, puis je me souviens, c'est vraiment un message que c'était Vincent Lecavalier qui portait. Il disait, après avoir choisi Slavkovski, on veut pas le meilleur joueur en date d'aujourd'hui. On veut le meilleur joueur qui va se projeter dans plusieurs années. Oui. Comment vous voyez l'évolution de Lane Hutson dans le temps par rapport à son évolution? Est-ce qu'il va être capable de maintenir le rythme? Est-ce qu'il va être capable de s'améliorer? Ou c'est vraiment what you see, what you get en ce moment? Je peux-tu avoir une première réponse? Ouais, ben oui. Vas-y. Tu vois comment ça roule, puis supériorité. Tu veux-tu l'imaginer quand Demidov va être rendu là, puis quand les autres vont être encore plus à maturité? J'essaie de rester la tête froide. Parce que... Il y a Michael Hage qui s'en vient. En plus, Ouais. qui a fait On n'en 2 parle autres pas points beaucoup, dernier là, match, mais- 24 points en 19 matchs. On n'en parle pas beaucoup, Michael Hage, mais il s'en vient. Non, parce que je réfléchissais à ça parce que tu dis que c'est Logan Cooley en ce moment ton préféré pour ce repêchage. Je t'ai dit, c'est quand Entre même les deux, hein, un c'est ça. centre, un défenseur. Tu sais, là, à un moment donné, là, faut pas faire des manchettes avec ça, là. Ouais. Mais je te dis que c'est top 2, là. Puis ma deuxième question pour vous, les gars, c'est est-ce que Lane Hutson, en vertu du fait qu'il a été repêché à Montréal, que dans l'entourage, il y a un certain Martin Saint-Louis qui coach un certain Cole Caulfield, 2 exemples de petits joueurs qui excellent dans la Ligue nationale, pensez-vous que Lane Hutson serait capable de tenir autant de succès dans une autre équipe de la Ligue nationale? Bien, ça dépend toujours. Oui, l'entraîneur peut y faire pour beaucoup, parce qu'on sait que des fois, des joueurs sont mal utilisés en quelque part, ils deviennent bons. On prend l'exemple d'Owen Tippett en Floride qui ne marchait pas. Il arrive à Philadelphie, il est beaucoup meilleur. Ça, c'est un exemple. Mais je pense que Hudson ne veut pas. Est-ce qu'il y aurait le même nombre de points? Est-ce qu'il y aurait autant de chance sur le jeu de puissance s'il jouait au Colorado? Probablement pas. Mais ce qu'on voit sur la glace, il le ferait pareil, donc il se démarquerait. Ouais, il y a 10-15 ans, il l'aurait peut-être mis dans la Ligue américaine. Ben, Peu il y a importe. 10-15 ans, oui. Mais là, on est aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Ouais. Bon, ben parfait. Écoute, ça nous met fin à un bloc très intéressant. Merci, Simon. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Bon, on est rendu au deuxième bloc. Puis Simon, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais pas si tu as vu le but d'Ivan Demidov aujourd'hui. Oui. Écoute, c'est quand même spectaculaire. Là. Oui, il en a fait des beaux cette année, mais celui-là, c'est le top. Et autant je suis emballé, autant il y a des trucs qui me troublent. Puis tu sais comment que tu sais, j'aime faire mes recherches. Puis je fouille un peu sur tout ce qui se fait. Ouais. Et je suis tombé sur un gars qui est dans la sociologie, dans le sport et tout ça, et qui, lui, fait ses recherches. Et ses conclusions m'ont quand même interpellé. OK. Il s'appelle Benoît vous coupe la parole. J'aimerais ça que tu regardes ça.
Ivan Demidov, le joueur du repêchage de cette année, le joueur de hockey russe, n'a pas vraiment de talent, n'est pas très bon au hockey. Écoute ça, c'est une histoire de fou, c'est sorti cette semaine, c'est des rumeurs qui ont couru. Là, j'ai eu la confirmation. Personne n'a été le voir jouer en Russie, premièrement. Deuxièmement, la seule chose qu'on a vue, c'est des images vidéo qui ont été distribuées sur Internet. Et ces images vidéo-là ont été créées par une intelligence artificielle que le gouvernement russe a mis en place pour rire de la Ligue nationale, pour rire de l'Occident, pour rire du Canada puis des États-Unis. Ça va être le plus gros scandale de l'histoire du hockey quand ça va sortir. L'intelligence artificielle va tout changer, nos rapports, que ce soit au sport, que ce soit à l'art, que ce soit à la politique. Puis le cas d'Ivan Demidov va être le premier cas qui va démontrer que la Russie a réussi à tromper entièrement l'Occident à tomber dans un piège. Écoute, es-tu nerveux, Simon? Qu'est-ce que ça te dit? Ben moi, ça me dit que monsieur a beaucoup de talent pour l'humour absurde. OK. Ben oui. T'es sûr? Ben oui. Parce que je suis tombé sur d'autres choses qui... de plus troublants encore. Et je sais pas si tu vas avoir des réponses pour ça. En ce moment, il y a un scandale qui va éclabousser le monde du podcast du recrutement du hockey québécois. Un podcast en particulier, le podcast Processus. Puis ça vise des allégations contre Simon Snake Boisvert. Simon Snake Boisvert, c'est un acteur, c'est un réalisateur, c'est un producteur, c'est un recruteur amateur, c'est un traducteur. Mais ce que je vais t'apprendre là, c'est que c'est surtout un grand séducteur. Simon Snake Boisvert, dans ses films, toutes les filles lui tombent dans les bras. Il n'y en a jamais aucune qui a résisté. Puis moi, je pensais que c'était juste pour impressionner les gens qui faisaient ça dans ses films. Mais j'ai contacté des dirigeants de la Ligue nationale. J'ai utilisé tous mes contacts dans le milieu de la Ligue nationale. Et ça a été confirmé. Simon Snake Boisvert serait un amant redoutable. Être en présence de Simon Snake Boisvert, c'est être en présence de l'érotisme. À la vidéo puis à la voix, à l'audio, on s'en rend pas compte. Fait qu'en 2005, Simon Snake Boisvert a essayé de percer à Hollywood. Il s'est rendu à Los Angeles. Il a essayé de faire fonctionner ses contacts comme acteur, comme producteur, comme réalisateur. Ça n'a pas marché. Il a abusé un peu de la bouteille parce que c'était son rêve de jouer à Hollywood, de faire des films à Hollywood. Puis un soir qu'il était dans un bar en train de boire sa peine, son érotisme a fait une nouvelle victime. La barmaid qui était là, c'était une femme qui venait de Tustin, en Californie, puis qui travaillait à Los Angeles pour payer ses études, a succombé à Simon Snake Boisvert. Ça a fini sur la plage de Santa Monica, dans le sable, au clair de lune. 9 mois plus tard, est né le petit Trevor Connelly. Trevor Connelly n'a jamais connu son père. Tout ce que sa mère savait, c'est que pendant qu'il faisait l'amour sur la plage, il ne parlait que de coups de patin, que de capacité à faire des jeux à haute vitesse. Fait que le petit Trevor Connelly a décidé de devenir joueur de hockey et d'apprendre à créer des jeux à haute vitesse pour attirer l'attention de son père qu'il n'a jamais connu. Ça n'a pas marché. À ce moment-là, le jeune Trevor Connelly a fait des niaiseries pour essayer d'attirer l'attention de son père. Il a fait des niaiseries sur les réseaux sociaux, sur la glace. Ça a mal été dans ses équipes, puis ça a marché. Ça a attiré l'attention de son père, Simon Snake Boisvert. À ce moment-là, Simon Snake Boisvert a voulu se racheter auprès de son fils, puis a passé 1 an complet à nous casser les oreilles avec Trevor Connelly, comme le prochain Connor McDavid. Trevor Connelly ne jouera jamais dans la Ligue nationale, et il n'a été repêché que parce que Simon Snake Boisvert a essayé de le pousser aux dirigeants de la Ligue nationale, puis ça a marché. Quand Simon Snake Boisvert parle de recrues, Simon Snake Boisvert ne dit pas la vérité. Il est toujours intéressé. Il fait du trafic d'influence grâce à son pouvoir média. Selon moi, ce scandale va mettre fin au podcast Processus. Complètement fou. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Il l'a fait pour nous. Oh! C'est bon! Bravo! 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 Es-tu bonne? Elle est bonne. Elle est bonne. Wow. Simon? Oui. C'est toi le père. Écoute, Benoît vous coupe la parole. Là, je vais faire attention à... qui fait ses recherches et qui nous dévoile les gros scandales. Mm-hmm. Il a fait ses recherches sur toi. On le félicite. Merci. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de talent. Puis j'ai dit, ça te tente-tu de nous faire un petit spécial, Simon Boisvert, mais pour nous? Es-tu prêt à entamer ton deuxième point? Oui. Maintenant que la paternité, on a mis la paternité de côté.
Ben, le deuxième bloc, on... T'attendais pas autant d'émotions que ça pour Non, notre premier anniversaire, hein? Podcast complètement fou. Mais je reprends mes esprits pour parler du repêchage 2015 qui a eu lieu il y a 10 ans. Pourquoi je prends le repêchage 2015? Parce que ça fait 10 ans, un, et deux, c'est un repêchage quand même qui a été très, très fructueux, surtout la première ronde, surtout. Et là, j'ai décidé d'analyser quelque chose de particulier parce que là, on se rend compte que le Canadien, je pense que le choix top 5, on va oublier ça, à moins de gagner la loterie. Et le Canadien a également un choix de Calgary qui se destine pour être top 15-20. Là, en ce moment, c'est 14-19 les choix. 14-19. Donc, j'ai pris les choix 11 à 20 de 2015. Et là, l'angle que je vais donner, c'est l'analyse. Comment ils étaient perçus à cette époque-là, comment moi je les percevais et ce qu'ils ont devenu. Alors, ce qu'ils sont devenus, donc, ce qui fait que, à quoi on peut s'attendre cette année? Le repêchage 2025, je crois, n'est pas aussi bon que celui de 2015, mais c'est quand même intéressant de voir les perspectives, comment, des fois, il y a des joueurs qui sont sous-estimés ou surévalués à ce rang-là, et que là, c'est vraiment à partir de ce rang-là que la liste des équipes doit être complètement sans tutu. Et là, t'en as un qui en a repêché 3 dans ce... Oui. Qui s'appelle Keith Gretzky, le frère de Wayne, qui était à Boston à ce moment-là, juste le mentionner. Oui. Je te laisse aller avec... Ben, tu vois, Floride Lawson Krause. Lawson Krause était perçu comme un ailier de puissance. Capable de marquer des buts et puis donner des bons coups d'épaule. 11e, hein? 11e. Personnellement, c'était pas un de mes préférés. Je pense que je l'avais classé plus loin. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, je pense qu'il est devenu un peu entre ce que la Ligue nationale voyait et ce que moi je voyais. Autrement dit, oui, c'est un ailier de puissance. Oui, il y a eu des saisons de 20 buts. Mais c'est quand même pas devenu là, un top joueur au point de vue contribution à une équipe. Je pense qu'il est utile, mais c'est pas une vedette, d'après moi, qui méritait d'être choisi 11e. Un Josh Anderson en moins rapide? Oui, mais plus constant pour marquer des buts. OK. Bon. Ensuite, un de mes préférés du repêchage 2015, Denis Gurianov. Denis Gurianov, on parlait tout à l'heure avec pas ta journée, hein? Ah non, c'est pas ma journée. Denis Gurianov, on parlait tout à l'heure, justement, de joueurs qui avaient des gros défauts en dehors de leur talent offensif, mais que moi, je choisissais d'ignorer. Gurianov, je l'avais vu jouer au championnat juniora, et j'aimais le championnat juniora parce que c'était sur des glaces nord-américaines contre des équipes juniora nord-américaines. Et Gurianov avait été dominant. Alors moi, j'ai vu en lui un futur attaquant top 6 de premier plan. Je l'avais dans mon top 10. Dallas, je l'ai choisi 12. À ce moment-là, il y avait eu beaucoup de réactions comme quoi, voyons donc, qu'est-ce que Dallas vient de faire là. Moi, ma réaction, c'était, wow, le recruteur-chef de Dallas, c'est tout un génie. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Gurianov a eu beaucoup de difficultés à s'implanter dans la Ligue nationale. Il y a eu une bonne saison. Et il avait été bon en série une fois là, pour Dallas il y a quelques années. On l'a vu brièvement avec le Canadien. Et il est reparti et n'est plus dans la Ligue. Ouais. 13-14-15, ben ça, c'est un bloc. C'est Boston. Qui, par la voie de transactions, dont une qui impliquait Milan Lucic, sont allés chercher Doug Hamilton aussi. Doug Hamilton, Milan Lucic et le leur. 3 choix. C'était idéal pour partir une reconstruction parce qu'il restait à ce moment-là sur le tableau Matthew Barzal, Kyle Connor, Thomas Chabot, Joel Erikssonek, Brock Besser, Travis Konechny. Et Sébastien Aho. Et Sébastien Aho, mais lui, c'est un deuxième mais début, deuxième tour. Ouais. Mais dans les gars de première ronde, c'est sûr que j'ai nommé. Ben, croyez ou pas, ça, on n'a choisi aucun. Et là, ils ont choisi des gars, Jakub Zboril, qui est aperçu comme un futur défenseur défensif et possiblement un choix de fin première, début deuxième ronde, qui s'est jamais vraiment implanté dans la Ligue nationale. Moi, je me rappelle quand il jouait à Saint-John, je trouvais correct, là, mais de là à le choisir 13e, j'étais tombé en bas de ma chaise. Jake DeBrusk, 14e, lui, avait un petit peu plus de oomph, dans le sens que lui aussi était perçu, tout comme Lawson Krause, comme un ailier de puissance, un gars capable de marquer des buts, solide, costaud. Finalement, DeBrusk a une carrière acceptable, hein, quand même, dans la LNH, mais c'est pas devenu là, une grande vedette non plus. Au 15e rang, Zachary Senyshyn.
Un gars qui était un bon marqueur dans la Ligue de l'Ontario et costaud, et encore là, un autre allié de puissance dont on parlait. Moi, Senyshyn, pour moi, il était no draft. No draft. Alors, pour ça, je me suis pas trompé. Il a joué 16 matchs dans le national, il a fait un but. Bon. Alors, ensuite, au 16e rang, les Oilers Edmonton décident, Peter Chiarelli décide d'aller chercher Griffin Reinhart, la pièce manquante, Ouais. le défenseur défensif qui allait finalement solutionner tous les problèmes dans la zone des Oilers. Parce que son directeur du développement était DG ou coach à l'époque où Bob Griffin Green. Reinhart, Bob Green était dans le junior. Sauf que ces messieurs ont avoué que dans la dernière année, ils n'avaient pas vu jouer Griffin Reinhart. Mais Pas grave, il y avait hein? du souvenir de, ça. l'époque junior. Et on échange ce premier choix-là, ainsi qu'un deuxième choix, en retour de Reinhart. Et les Islanders repêchent Matthew Barzal. On n'a pas fait le clavardage cette année-là. Non. Non? Peut-être. On s'est parlé ou on Ouais, a on fait s'est le parlé. clavardage? Ouais, Non, les deux. je pense qu'on a fait le On clavardage. a peut-être fait le- Parce que rendu à ce rang-là, Oui. tu étais presque en train de perdre connaissance, je me rappelle. Parce Oui. que Matthew Barzal n'avait pas encore été repêché. Oui, c'est ça. Fait qu'on l'a fait le clavardage. Oui, on l'avait Tu fait. capotais. Je capotais. Puis moi, j'avais même tweeté après les 3 sélections des Browns. Moi, j'aurais choisi Barzal, Connor, Besser. Alors, imagine les Browns aujourd'hui Ouais. avec ça. Mais bon, le point, c'est pas tellement ça, c'est la perception de Barzal à l'époque. Barzal a longtemps été perçu comme un choix top 5. Moi, je le voyais comme un choix top 5 et il joue comme un choix top 5. Ouais. Pourquoi il a glissé 16? Oui, il y avait un bon repêchage, mais je crois que c'est là où le Canadien pourrait être avantagé. Il y a peut-être un gars comme ça qui va glisser. Je ne sais pas qui. Parce que les équipes ont moins tendance à faire ces erreurs-là maintenant. Mais comme Caulfield en 2019, il a glissé Oui. à 15. Oui, Puis tu le répètes, t'oses peut-être pas dans le top 10, mais à 15, t'oses. voilà. Moi, je l'avais 10, Caulfield, tu vois, cette année-là. Je l'avais 10, mais je l'avais pas top 5. Encore une fois, tu sais, le gars avait ses limitations avec son physique, mais si on refait le repêchage Ouais. 2019, il est certainement dans le top 10. Goulet sort à 16, peut-être parce qu'on se dit pas assez offensif. Oui, passé offensif, c'est ça. Alors ça, c'est pour ça que le Canadien, avec un des deux choix, va peut-être obtenir un joueur qui glisse. Tu sais, regarde, Sam Dickinson a glissé l'an passé. Ouais. Bon, je sais que Sam Dickinson, on n'a pas d'échantillon de lui dans la LNH, mais il reste quand même que c'est un gars ça a été surprenant. Ziv Byam qui a glissé. Oui. Bon, On est conscient qu'ils peuvent aussi très bien être 0-2. oui. Les Très Browns bien. ont été un demi en 3. Oui, à peu près. Ben, il y a quand même une saison de 30 buts, Oui. si je ne m'abuse. Oui. Mais ça peut être aussi 2 choix qui te permettent de ne pas repartir les mains vides parce que tu t'es trompé à un puis tu as réussi à l'autre. Voilà. Ça va peut-être être le 19 qui va être bon, puis le 14, hypothétiquement, qui Ouais. il percera pas. Voilà. Carl Connor, 17. Ouais. La perception de l'industrie, pas très rapide, mais bon marqueur. Ma perception, je m'en fous qu'il soit pas rapide, je l'adore, il est dans mon top 10. Bon. Vois-tu, là, c'est ça qu'on parlait pour les Ah ouais, Knudsen. ouais. Habituellement, moi, là, je me fous de ça Ouais. quand je suis stické sur des qualités d'un joueur que j'aime. Ouais. Et Carl Connor est devenu vraiment une vedette dans la LNH. Puis je te dirais même qu'il est devenu meilleur que je pensais. Alors, vois-tu, ça, c'est un autre exemple. On Comme- demandera à Benoît, vous coupe la parole, de voir avec Hudson, là, s'il n'y a pas quelque chose. Là. 18, Thomas Chabot. Thomas Chabot, je crois, est parti à peu près au rang où on s'attendait. C'est un bon défenseur offensif à St. John, mais il jouait au sein d'une très bonne équipe. Alors, à un moment donné, tu te demandes si tu l'équipe, si tu lui. Et je pense qu'il y a eu un excellent début de carrière offensivement. Là, il y a eu des blessures, puis il y a eu le gros contrat. Ça s'est tempéré un peu. Il y a Jake Sanderson qui est arrivé. Ouais. Mais Thomas Chabot, je crois, performe à peu près comme un joueur de mi-première ronde. OK. Bon. 19, Evgeny Svetnikov. J'aimais Evgeny Svetnikov. Il était perçu, un autre, par l'industrie comme un joueur qui n'était pas assez rapide, mais qui était costaud, qui avait un certain talent de marqueur et de fabricant de jeu. Moi, je l'aimais plus que ça. Alors, quand il a sorti 10e, je criais un peu au vol pour les Red Wings de Détroit. OK. Ce n'est pas ça qui est arrivé. M. Svetnikov a roulé sa bosse dans les NNH sans jamais s'établir. Et finalement, le 20e choix, Joel Eriksson Ek, qui est devenu un pilier avec le Wild du Ouais, Minnesota ouais, dans les deux un sens de pilier. la patinoire. Ouais. Il était perçu comme un futur joueur de troisième trio.
Moi, je le voyais comme un futur joueur de troisième trio. Et là, on peut dire que c'est vraiment un bon joueur de deuxième trio avec des qualités à la fois offensives et défensives, un bel équilibre. C'est un joueur, je pense, très important dans son équipe. OK. Si on sort de 2015, Oui. puis on sort de tes prédictions, Oui. les gens vont sûrement être intéressés à savoir c'est quoi les probabilités Oui. avec, disons, un choix 14 et 19, là, selon la moyenne des ours, là. Le Canadien a-tu des chances de... a des chances de s'en tirer avec quoi, finalement? Je pense que tu as bien résumé tout à l'heure. Je crois que le Canadien, de façon réaliste, là, va s'en tirer avec un joueur de milieu d'alignement, si c'est un attaquant, et parce que je considère la force du repêchage de cette année, qui est moins bon que l'année dernière. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un Michael Hage au 21e rang cette année. OK. Bon. Et probablement, je ne sais pas si on va parier sur un joueur qui a été sous-évalué, comme Barzal, Ouais. comme selon moi, Trevor Connolly, l'année passée, qui est sorti 19. Est-ce qu'on va parier sur un joueur comme ça? Alors moi, je dirais un joueur de milieu d'alignement et un pari coup-circuit. Comme Tampa l'a fait une certaine, il y a quelques années avec Vasilevski, c'était son deuxième choix de premier tour. Ils avaient pris Slater Coucou 10e. Ouais. Alors vois-tu? Puis ils ont ça pris a une été ça. chance, puis ça a été payant. Et Coucou était vu comme un défenseur de numéro 4, 5, 6. Ouais. Et Vasilevski était perçu comme un possible gagnant du trophée Vizina si tout allait bien. Et c'est ce qui est arrivé. Coucou a pas fait grand-chose. Et Vasilevski est devenu le meilleur gardien de la Ligue nationale pendant un certain temps. Et ça, c'est un bon scénario. Oui. Un scénario de Hollywood Oui. serait deux joueurs de premier plan, ce qui est... Écoute, Ben, il faut qu'ils glissent, les gars. Tu peux pas les inventer. non, ça, il Mais faudrait faut que tu vraiment un mini-miracle. Ouais. T'as le bon scénario de frapper un coup de circuit puis que l'autre soit moyen. Puis t'as l'autre scénario qui est pas à écarter non plus, c'est frapper deux prises. Ben, à ce rang-là, tu peux frapper deux deux prises. gars de quatrième trio ou un gars de quatrième trio, un sixième défenseur. C'est très possible. Surtout que cette année, je suis pas fou du repêchage, mais je te dirais qu'il y a quand même un 15-20 joueurs que j'aime bien. Alors, est-ce qu'un Carter Bear pourrait glisser, par exemple, au 11-12e rang? Ouais. Parce que, tu sais, le Canadien, là, il n'y a rien de coulé dans le béton. Et je pense que c'est vraiment coulé dans le béton qu'ils n'auront pas un top 5 à moins de gagner la loterie. Ouais. Mais c'est pas coulé dans le béton que ça va être 14. Ça pourrait très bien être 9, Mathias. Ça pourrait. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, vraiment groupé, le classement. Ouais. Puis il s'agirait d'une séquence de défaites de 4-5 matchs, Ouais. puis ça peut retomber Ouais. vite. Mais à 9, Alors, tu peux frapper dans le beurre ou tu peux repêcher ces deux coucous à 9 aussi. Tu sais. Voilà. C'est sûr que les chances sont moins élevées, mais c'est pour ça que si tu veux gagner la Coupe, ton équipe de recruteurs doit justement aller se surpasser par rapport à la moyenne. Tu sais, les standards, moi, que je m'impose, ou dont j'ai parlé tout à l'heure, Ouais. ben moi, je me dis, quand je fais un classement, quand je fais des évaluations de joueurs, je veux tout le temps avoir raison. C'est impossible. Mais il faut toujours que tu dises comment je peux faire en sorte qu'on va se démarquer. Il y a 32 équipes. Ouais. Il y a 32 équipes. San Jose est en reconstruction. Chicago est en reconstruction. Anaheim est en reconstruction. Il faut que le Canadien se démarque de ces équipes-là. Et ça se peut justement que le Canadien se serve d'un de ces choix-là pour dire, là, on est rendu là. On sait qu'en 14 et 19, on est moins sûr. On va chercher un joueur de 23-24 ans qui est établi, qui vient nous aider. Ben, ils l'ont déjà fait. Avec Mais Kirby là- Doc. Oui. 13e choix. C'est Romanov est devenu 13e Oui. choix, mais Doc a été échangé contre Tu sais, le avec 13e choix. Demidov qui s'en vient, Kranbacker qui va revenir de sa blessure, avec le noyau que tu as en place, c'est pas un scénario qui est fou, d'autant plus que tu as beaucoup d'équipes qui sont en reconstruction. Ben, ça prendrait une équipe, mettons, qui est intéressée peut-être à obtenir un autre choix de première ronde. Exemple, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais mettons les Blackhawks ou les Sharks. Ouais. Qui se disent, bon, écoute, on peut laisser aller lui, puis on va prendre le 14e choix. Faudrait que ça soit un gars de 24, là, tu sais, un petit peu Ouais, plus vieux. mais là, est-ce que ces équipes-là vont laisser aller un joueur de 24 ans qui Ou de soit... 25, 26. Ou non, mais Ouais. 25, tu sais, Ouais. qui est de premier plan. Faut vraiment, vraiment que ça soit une équipe qui se dise, on veut juste des jeunes. Ouais, Ben, jeunes, là. Ouais. c'est ça. Est-ce qu'avec les 10 ans de recul, Simon et Mathias, est-ce que vous avez réussi à trouver un pattern dans les joueurs qui auraient glissé, qui serait possible d'identifier pour se dire, voici ce qui est possible de reconnaître dans qu'est-ce qui pourrait glisser cette année? Oui. C'est une excellente question, d'ailleurs, parce que puis si on avait une réponse exacte, Oui, on serait milliardaire. écoute, Ben, millionnaire.
les équipes de la Ligue nationale nous donneraient 3 millions par année. Là. Moi, je te dirais, le pattern, c'est toujours qu'il y a 2 genres de patterns. Il y a le joueur, souvent, qui est très prometteur à 16 ans et qu'à 17 ans, il baisse un peu de régime. Mais ça, je m'en méfie de ces joueurs-là. Et il y a également le pattern du gars qui a vraiment une qualité exceptionnelle, mais également un défaut qui saute aux yeux. Ben, un défaut. Si on peut appeler la taille un défaut. Ben, la taille, Cole Caulfield, Lane Hudson. Ouais. Tu sais, c'est 2 gars quand même qui sont importants en ce moment. C'est ces joueurs-là qui glissent. Ou une surabondance, mettons, comme l'année passée, de défenseurs qui fait en sorte que Dickinson et Byam ont glissé 12-13. Mais c'est la surabondance. Parce que une année comme cette année, Dickinson et Byam sont vraiment choisis plus haut. Ou des équipes qui repêchent en fonction de leurs besoins. Qui vont chercher Levchunov au 2e rang, puis Demidov est encore libre à 5. Parce que, tu sais, il faut être honnête, là, j'aime beaucoup le travail du duo Gordon Hughes. Mais tu sais, si Chicago ou Columbus n'a pas une crampe au cerveau, Demidov, il n'est pas là. Tu sais, au 5e rang. Fait que tu peux pas l'inventer, Demidov. Il est même pas là encore, imagine. Ça va être fou. Donc, il n'y a pas de Barzal cette année. On ne sait pas. On ne sait pas. Ethan Bear, Carter Bear, peut-être. Tu sais, ce qui peut glisser parce que, ben, je sais pas, c'est un late ou... il se développe sur le tard. Il se développe sur le tard, c'est ça. C'est ça. Mais sais-tu quoi, Pag? C'est bon ce que tu viens de demander parce que... Puis rappelle-toi-en dans 6 mois, quand on va faire l'émission du repêchage, le lendemain de la première ronde, on pourra arriver et dire, souviens-toi, Pag, quand tu m'as parlé des gars qui ont glissé, voici ceux qui, d'après nous autres, ont glissé. Claude Giroux. Oui, parce qu'il n'était pas grand. Good. Merci. Trust the process. Trust the process. On est rendu au 3e bloc. Et là, évidemment, les 32 équipes, ça descend. On est rendu où, là? Bien, on est à mi-chemin, dans le sens qu'on vient de faire le bilan de toutes les équipes qui ont fait les séries. Et là, on commence par ordre inverse du classement, ou à peu près, avec les équipes qui ont raté les séries. OK. Bon. Et j'ai décidé d'y aller aujourd'hui avec les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup depuis une dizaine d'années. Tu ne dois pas les aimer tant que ça. Bien, ils m'intriguent. OK. Je vais te dire pourquoi ils m'intriguent. Armstrong est un hybride, le directeur gérant. Je me souviens, moi, d'une année où il se débarrasse de Paul Stachny à la date limite des transactions, mais en même temps, il va chercher d'autres joueurs pour compenser. L'année d'avant, il est dans les séries. Il échange Shattenkirk pour un choix de première. Voilà. Alors, tu dis, est-ce qu'il rebâtit ou est-ce qu'il est all-in? C'est vraiment le seul directeur gérant, je te dirais, qui procède comme ça, parce qu'habituellement, le modus operandi, il est d'un bord ou de l'autre. Alors, eux, à la date limite des transactions, est-ce qu'ils sont acheteurs, est-ce qu'ils sont vendeurs? Ils peuvent être les deux. Alors, qu'est-ce que ça donne comme équipe? Ben, ça a donné une Coupe Stanley en 2019. Mais, enfin, c'est pas ma Coupe Stanley préférée, mais je dois reconnaître qu'ils avaient monté une bonne équipe qui a finalement atteint son apogée au bon moment. Parce qu'oublie pas qu'elle était 32e au classement général à Noël. Et il a avoué qu'avant les fêtes, il était prêt à faire exploser son noyau. Voilà. Il a été bon et chanceux à la fois. Mais si on parle du présent et de l'avenir, ben, c'est une équipe qui avait 9 joueurs au championnat mondial de hockey junior. Ça, c'est très, très rare qu'une équipe ait autant de joueurs, sauf que dans le passé, on a vu que ce n'était pas garant de succès. Parce que ce qui arrive avec le championnat mondial de hockey junior, en plus d'être majoritairement des joueurs de 19 ans, plus tu as de joueurs européens que tu repêches, plus tu as de chances que les joueurs soient là. Parce que les clubs sont moins forts. Si tu repêches dans la Ligue canadienne de hockey des joueurs canadiens, ben tu sais, t'as Beckett Seneca qui n'est pas là. Par contre, Saint-Louis, ben c'est sûr qu'avec des joueurs de d'autres pays, ben il faut remplir les alignements. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Il y a un Dalibor Dvorsky qui a été un premier choix l'année passée et l'année précédente, qui va bien, qui est dans la Ligue américaine. Ça, j'aime beaucoup ça. 19 ans, Ligue américaine. Et Otto Stenberg, le Suédois qu'on a vu au tournoi junior, qui vient de signer avec les Blues pour s'en venir dans la Ligue américaine lui aussi. Alors, 2 joueurs de 19 ans dans la Ligue américaine, j'aime beaucoup ça pour le développement, pour les sortir des fameuses ligues européennes qui n'ont rien à voir avec le style de jeu de la LNH.
Bon, encore là, on n'a rien contre les joueurs européens. J'aime beaucoup les joueurs européens. Mais pour leur développement, je considère qu'à un moment donné, il faut les sortir de là le plus vite possible pour qu'ils puissent s'adapter aux jeux nord-américains qui vont finalement être leur pain et leur beurre dans les 10-15 prochaines années. Le côté Saint-Louis aussi, qui est intéressant, les fameuses offres hostiles. Avant de passer aux offres hostiles, Mathias. Écoute, tu m'as dit 9 joueurs. Là, tu viens de me nommer Dvorsky et Oui. Otto Stenberg. Otto Stenberg. Oui. Les 7 autres, ça mange quoi en hiver? Ben, vois-tu, un autre choix de première ronde de 2023, Theo Lindstein, Ouais. un défenseur suédois, qui lui est un défenseur offensif qui devrait s'en venir, on peut présumer, là, sous peu. Juraj Pekarczyk, un Slovaque qui joue avec les Wildcats de Moncton, qu'on a des bonnes chances d'avoir en Coupe Mémoriale cette année. Jakub Stensel, un joueur de centre de la République tchèque qui joue dans la Ligue de l'Ouest avec les Rockets de Gilva. Donc, les Blues amènent leurs joueurs en Amérique du Nord, ce que je trouve vraiment là, très bon. Adam Irichek, un défenseur choisi au 16e rang l'an dernier, qui lui également joue dans la Ligue de l'Ontario. Il y a 8 matchs, c'est le frère de David. Colin Ralph, qui joue à l'Université St. Cloud State aux États-Unis. André Kos, un Finlandais. Bon, un joueur assez longiligne avec un certain talent offensif, mais je ne sais pas s'il peut faire la Ligue. Et Adam Dzeko, un autre joueur tchèque qui joue pour les Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de l'Ouest. Donc, un mélange là, de beaucoup de joueurs européens, beaucoup de joueurs tchèques. 9, on n'est pas loin d'un record. Oui. C'est pas un record. Canadien, un obscur défenseur suédois. Ouais. Donc, écoute, par un concours de circonstances, Demidov est russe, Age n'a pas fait l'équipe canadienne, aurait dû la faire et tout ça. Ça veut rien dire. J'ai une offre, moi, pour toi. Vas-y. Je suis Doug Armstrong. Ouais. Puis prends le temps d'y réfléchir. Je te donne mes 9 joueurs. Ouais. Pour 2 qui n'étaient pas là, Demidov et Edge. Les 9. Je te donne les 9 pour ces 2-là. Ben là, Mathias, même juste Demidov, je change pas les 9. Les 9, là. Ouais, puis là, tu sais, tu parles pas à un fan. Non, non. Puis tu parles à un amateur d'espoir Je te donne 9 espoirs. Non, c'est que si on était au football américain, je te dirais oui. Parce qu'au football américain, il y a 22 positions très importantes que si tu as des trous, t'es fini. Au hockey, basketball, c'est pas la même chose. Tu gagnes avec des vedettes. Puis veux pas, il n'y a pas un joueur là-dedans, même si j'aime bien Stenberg, Dvorsky, comme ça, il n'y a pas un joueur qui va être à 20% de Demidov. Et tu sais, Pag, je n'avais pas informé Simon de ma question. Je me doutais de sa réponse. Mais tu vois, cet exercice-là nous permet quand même de voir que la quantité, puis je suis tombé dans le piège il y a plusieurs années aussi à l'époque. Oui, quand le Canadien avait eu beaucoup de joueurs. La quantité ne veut pas dire grand-chose versus la qualité. Non, comme je t'ai dit, pas au hockey. Fait que Saint-Louis, parlant de Saint-Louis, ça s'en va où? Ben, Saint-Louis, vois-tu, il y a beaucoup de joueurs sous contrat pour encore 5-6 ans. Jordan Kyrou, Robert Thomas, Brandon Chen, Pavel Buchnevich. Là, on parle de joueurs dont l'âge varie entre 25 et 33 ans. Ensuite, ce qui a été intéressant, les fameuses offres hostiles cet été. Oui. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont accordé des contrats à Dylan Holloway et Philippe Broberg qui ne nécessitaient pas de donner des choix de première ronde en retour. Ouais. Ils ont juste manœuvré ça de la bonne façon. Ils ont coincé les Oilers d'Edmonton. Et Dylan Holloway, finalement, éclos. Tu sais, c'en est un exemple, là. On parlait d'Owen Tippett. Dylan Holloway à Edmonton, tu sais, c'était un joueur de second plan, puis tu te disais, bon, est-ce qu'il va générer de l'attaque à un moment donné? Et moi, je me souviens que lorsqu'on parlait de l'Université du Wisconsin, au début des années 2020, il jouait avec Cole Caulfield. Exact. Et moi, on m'avait demandé, t'es obligé d'en prendre un. Prends-tu Holloway ou Caulfield? Et moi, j'avais dit Holloway. Ah oui? Parce que j'aimais l'ensemble de son jeu. Et là, depuis le début, depuis 4 ans, là, j'ai l'air fou. J'ai parlé à des gens de hockey, moi, l'an dernier. Oui. Et pour eux, ils n'auraient pas pris le risque de donner un choix de milieu fin de premier tour parce qu'ils pensaient que Holloway, son plafond, c'était 3e trio. Voilà. Gros plafond. Fait qu'il y en a beaucoup. Il y a eu une blessure au poignet qui ne l'a pas aidé. Oui, puis Edmonton, veut pas, c'est pas mal congestionné. Parce que là, il marque cette année. Là. Il marque, il y a 15 buts. 15 buts, 17 passes, 3e marqueur. Oui.
des Blues. Et je pense que ça va se poursuivre. Je pense pas que ce soit un feu de paille. Et c'est un joueur qui est extrêmement utile à tous les points de vue. Un autre qui a éclos durant les séries l'an dernier, Philippe Broberg. Exact. Et eux, on a profité de ça pour lui donner un contrat qui avait l'air peut-être un petit peu dispendieux pour un joueur qui avait un si petit échantillon. Mais quand tu y penses, 4,4 millions pour un joueur comme ça, qui est jeune, c'était pas tant que ça. Mais les Oilers étaient prêts à gorge. Ouais. Et moi, j'ai été très surpris que les Oilers n'égalent pas au moins l'offre de un des deux joueurs. Ouais. Parce que vraiment, je le sais, tu largues un contrat, je veux dire, il y a des choses à faire pour essayer de garder, surtout que les Oilers n'ont pas de relève. J'ai l'impression qu'il va en avoir d'autres offres hostiles après ce succès-là. Je l'espère parce que c'est le fun, les offres hostiles. Ouais. Ça force les équipes à prendre des décisions. Puis Armstrong, c'est un gars qui a jamais eu peur de travailler un petit peu hors des sentiers battus, comme on vient d'en parler. À la défense, c'est bien, mais ça vieillit. Justin Falk, 32 ans. Torrey Krug, 33 ans. Colton Parayko, 31 ans. Krug qui est blessé d'ailleurs. Ouais. Nick Leddy, qui est blessé aussi. Cam Fowler, qu'on est allé chercher de Anaheim. Encore 2 ans, 4 millions. Ça, je dois dire que, à part Broberg, il n'y a pas grand-chose. Puis, il va falloir que... oui, ils viennent de repêcher Irichek, mais il va falloir que Saint-Louis aille se chercher un jeune défenseur de premier plan parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Tu sais, c'est bien beau le signer Ryan Suter à 39, là, mais bon. Gardien de but, Bennington, qui est là encore pour 3 ans. Il a gagné la Coupe Stanley. Des hauts et des bas dans sa carrière. Fait que je pense que Saint-Louis, je pense pas qu'ils répètent leur exploit de 2019 dans les 5 prochaines années. Mais ça demeure quand même une équipe, je crois, qui, pour les fans qui veulent une équipe compétitive, qui peut faire les séries une année, les manquer une autre, et qui a toujours de l'eau au moulin qui arrive, je pense que s'il y a un propriétaire qui veut ce genre d'équipe-là, Armstrong est capable de la livrer. Ben là, il y a Robert Thomas, évidemment, qui est peut-être une version un peu améliorée sur Suzuki, quoique Suzuki va bien. Il y a Kyrou. Il y a Snuggerud, dont on n'a pas parlé, qui est un espoir. Je ne sais pas si tu crois en lui. Oui, je crois en Jamie Snuggerud. J'en ai pas parlé parce qu'il n'était pas au tournoi junior. Mais non, Snuggerud, c'est un gars, je pense, qui peut faire un... Moi, je voyais peut-être milieu d'alignement. J'aime aussi Jake Neighbors. Ça, c'était un de mes préférés du repêchage il y a quelques années, qui a marqué pas mal de buts, 20 buts l'année passée. Il était à 11 buts cette année. Alors, tu sais, c'est une bonne petite équipe. Mais il manque... C'est le Wild du Minnesota qui n'est pas allé chercher Brock Faber encore puis qui n'a pas eu un Kaprizov. Oui, c'est ça. C'est ça, dans le fond. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, mais sans nécessairement... Tu sais, Zachary Bolduc, un bon jeune. Tu sais, je l'aime bien. Alors, c'est ça. C'est bon, mais il n'y aura pas de coupe dans les 5 prochaines années, à moins d'un miracle. Bon. Pour ceux qui voient là, dans le trajet du Canadien actuel, un espèce de rappel romantique à cette année-là des Blues, là, avec le rappel de d'Aubèche qui fait bien, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, les Blues étaient une équipe beaucoup plus vieille en 2019. Là, avec O'Reilly, Parayko, Pietrangelo. C'est une équipe qui était quand même à maturité. Là. Braden Shen était plus vieux. C'est complètement... Ils n'étaient pas en reconstruction. Là. C'est une équipe qui était des joueurs sous-performants en première moitié de saison, alors qu'ils y allaient pour la Coupe quand même. Puis, Et puis, moi, je te dirais, Pag, il faut que le Canadien fasse les séries. Parce que, tu sais, je veux pas revenir sur la controverse que j'ai créée la semaine passée sur le classement. Mais lorsqu'on a enregistré avant le match contre les Canucks, le Canadien était 1 point en arrière des séries. Ils connaissent une semaine exceptionnelle. 5 points sur 6. Et au moment d'enregistrer, lundi soir, avant les matchs du lundi, le Canadien est 2 points en arrière. Alors, ça va prendre une séquence de 8-10 victoires de suite, vraiment, pour se démarquer du paquet, parce que c'est fou cette année. Mais le paquet, ils sont tous dans la même situation aussi. Ils sont tous dans la même situation. C'est comme un tirage. Mais il y en a tellement, puis qui jouent l'un contre l'autre, qu'à un moment donné, la seule chose que tu peux faire, toi, c'est win-win-win. Faut que tu gagnes tes matchs. Faut pas que tu dises, ben là, je souhaite qu'Ottawa perde contre tel club. Non, parce que ça peut être un club qui va te rattraper. Oublie pas, les Rangers sont l'air à se replacer un peu. Un petit peu. Mais tu sais, je l'écrivais ce matin, c'est gênant. Tu sais, si on étire un petit peu l'élastique, t'as une équipe qui n'est pas dans le mix, c'est Buffalo. Tu gênant? Pareil, là. Mais, tu sais, tu regardes ça tous les soirs, puis tu te dis, oh mon Dieu, le fameux point Bettman, comme on l'appelle, les matchs de 3 points. Écoute, puis ça, je dis pas ça parce que le Canadien est impliqué, là, mais il y a beaucoup
beaucoup d'observateurs comme moi qui trouvent que c'est complètement illogique, que certains matchs valent 2 points et d'autres matchs en valent 3. Mais c'est pour eux, c'est parfaitement logique. Eux, ils refusent de donner 3 points pour une victoire à la régulière. Ouais. Ils donnent 1 point. Pourquoi? Pour que tous tes marchés soient contents. C'est brillant. Ben, non, mais c'est ça, ça marche. Ben oui. C'est marketing parce que ça crée un tout le monde est dans la course. Un goulot d'étranglement. Ben oui. Je ferais la même chose. Avoir une ligue, je fais la même chose. Parce que tu veux pas avoir des clubs éliminés trop. Ben toi, je sais que... tu sais, s'il y avait juste des Snakes Boisvert amateurs de hockey, là, tu veux qu'il y ait une différence entre les plus poches et les meilleurs pour la loterie. Mais pour le fan moyen... Mais Mathias, ce que je vais faire la semaine prochaine pour le podcast, ça prend 5 minutes de préparer ça. Ouais. Je vais regarder les classements et je vais faire le classement comme s'il y avait 3 points pour une victoire en réglementaire, 2 points pour une victoire en prolongation ou en fusillade et 1 point pour une défaite. Parfait. On va le faire, le classement. Là, évidemment, ça va créer un plus gros écart. C'est intéressant. Par contre, une victoire en réglementaire vaut 3 points. Ouais. Donc, ça peut monter plus vite. Mais on va le faire pour voir si ça ferait un changement drastique. Très intéressant. Puis une victoire en prolongation, c'est combien, excuse? C'est 2. 2, OK. Alors, à chaque match, il y a 3 points de répartie. Ouais. Fait que ça, c'est fair. Fait que si, mettons, Columbus et Pittsburgh s'en vont en prolongation, comme c'est arrivé mardi dernier, là, il y a 3 points. Fait que les Canadiens, bien assis dans leur salon, se font dépasser par des clubs qui méritent un point de plus, qui ne méritent pas. Ce qui serait encore plus intéressant, c'est de garder la nulle comme à l'époque. Ouais. Et... Ouais, non. Mais là, on donne le 3 points. On donne le 3 points. On va y aller. Puis le point quand tu perds en... Comme ça se fait en MLS. Parfait. Voilà. Trust the process. Trust the process. Bon, bien, on est rendu aux 3 questions pour clôturer notre émission. La première est de Patrick Poirier, que je trouve très intéressante, comme la plupart des questions. Je crois qu'on peut dire sans se tromper que Gavin McKenna n'aura rien à prouver dans le junior l'an prochain. Alors, pourquoi ne va-t-il pas jouer en Europe comme l'a fait Austin Matthews l'année de son repêchage? Et pourquoi n'y a-t-il pas plus de joueurs de ce calibre qui font ce choix? Bon. Pourquoi il y en a peut-être parce qu'ils veulent pas nécessairement aller jouer en Europe. Mais pour dire, McKenna en ce moment, tout comme Michael Misa, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait s'en aller dans l'NCAA à cause du nouveau règlement. Ouais. Parce que Gavin McKenna a quand même joué 2 saisons, va avoir joué 2 saisons et quelques matchs. Et là, il en rejoue une autre. À 18 ans, il serait peut-être temps qu'il passe à un calibre supérieur. Bon, est-ce que l'NCAA est supérieur? Bien, supérieur dans le sens que tu affrontes des joueurs plus vieux. Mais là, il y a quel âge? Il faut qu'il ait au moins son grade 12. Oui, c'est ça l'affaire. C'est qu'il va avoir 18 ans au mois de décembre. Donc, il l'aura pas encore? Ou il Macklin Celebrini est allé dans l'NCAA à 17 ans. Sauf qu'il doit accélérer ses études, finalement, pour être capable d'avoir sa 12e année. Bon. Pour ce qui est de l'idée d'aller en Europe, bon, je ne suis pas dans la tête des joueurs. Moi, j'imagine que ça ne leur tente pas nécessairement. Ou, carrément, qu'est-ce que ça veut dire? Plus rien à prouver. Tu sais, je donne un exemple de Michael Misa. Michael Misa avait joué à l'âge de 15 ans dans la Ligue de l'Ontario. Et 16. Il y avait 2 saisons en arrière de la cravate. Il aurait très bien pu dire, j'ai déjà 2 saisons, 17 ans, je m'en vais jouer en Europe. Oui, mais Michael Misa, il brûlait pas la Ligue de l'Ontario. Austin Matthews, lui, il avait brûlé le programme nord-américain. C'est peut-être un joueur exceptionnel. Et lui, il a vu l'opportunité. Je ne sais pas si mes chiffres sont exacts. On avait parlé de 400 000 qu'il avait gagné cette année-là. Ouais. Alors peut-être que lui, il s'est dit, je vais aller gagner 400 000 plutôt que d'aller jouer à l'université 1 an. Tu sais, je pense que c'est des choix personnels. Mais ce qu'on risque de voir plus, Monsieur Patrick, c'est justement des joueurs juniors qui vont s'en aller dans l'NCAA. Et là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant pareil. Ça parle, ça. Il est junior. Il n'y aurait peut-être plus rien à prouver dans le junior. S'en va dans la NCAA. Oui. Donc, c'est un programme différent des rangs juniors. Oui. Ben, tu joues contre des joueurs plus vieux. Essentiellement, c'est ça. Fait que ça peut être ça. Est-ce que le calibre est plus relevé? Peut-être aussi. Puis là, je spécule. Là. Ouais. Peut-être qu'il y a des agents qui vont dire reste dans le junior, domine. Si tu t'en vas en Europe et puis que tu joues sur le 4e trio ou le 3e trio dans un style de jeu différent, une grande patinoire, ben peut-être que ton rang de repêchage va baisser. Ouais. Tu sais, Austin Matthews, là, s'il s'en va en Suisse puis qu'il fait rien qui vaille, ben c'est Patrick Lénick qui choisit premier. Ouais. On a une question de C. Jack. Simon, un mot sur Xavier Villeneuve. Oui. Monsieur Xavier Villeneuve, défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui est un late
donc qui n'est pas admissible au repêchage cette année, mais bien l'an prochain, une année de plus pour se faire valoir, doit être très heureux des succès de Lane Hutson. Parce que tu t'assois à l'aréna de Boisbriand, tu regardes Xavier Villeneuve, puis tu dis, Xavier, il a regardé la partie de Lane Hutson hier. Ah oui. Il essaie de faire les mêmes gestes, les mêmes stratégies de jeu. Physiquement, c'est comparable. C'est un petit joueur qui est ultra habile avec ses mains. Alors, je pense que les succès de Hutson vont beaucoup aider Villeneuve l'an prochain. Là, je ne veux pas spéculer un an à l'avance parce qu'on sait que spéculer sur un pêchage un an à l'avance, écoute, c'est comme 1000 ans en avance. Mais il pourrait être un choix de première ou de deuxième ronde grâce à ça. Et j'ai l'impression que les succès d'Hutson aussi vont aider Xavier Villeneuve dans la perception que tu vas avoir de Villeneuve. Ben, c'est sûr. La tienne aussi. Parce que moi, ma perception de Villeneuve l'an passé est en train de changer. Ouais. Parce que je le trouvais bon à 16 ans, mais je me disais, bon, OK. Il est petit, ouais. Mais là, ben, peut-être que ça marche, cette recette-là. Par contre, il faut que tu sois exceptionnel. Tu sais, Lane Hutson, c'est peut-être l'exception, mais Villeneuve a beaucoup de traits, de caractéristiques dans son jeu qui sont semblables. Je suis pas en train de dire que c'est Hutson, mais c'est un joueur semblable. Parfait. F. Beauvais. Ouais. Que s'est-il passé pour que Caleb Desnoyers devienne un numéro 3 pour Snake? Il n'y a pas si longtemps, on parlait de lui comme un top 20. Je ne suis pas en désaccord. Je me demande juste quel est l'élément déclencheur. Oui, je l'ai classé numéro 3 la semaine dernière. C'est sûr que ça va fluctuer. Peut-être qu'il va finir 7 sur ma liste, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il descende beaucoup. Alors, le point est de savoir pourquoi il était perçu comme un top 20. Il y avait beaucoup de classements. Je pense qu'il avait 13, 15, 17, 11, 12, bon, whatever. C'est que Desnoyers, il a fait exactement ce qu'il fallait faire à 17 ans. Il est passé à un niveau supérieur. Ouais. Quand tu regardes un joueur de 16, il y en a que tu regardes puis tu te dis, ouais, lui, là, j'ai bien hâte de le voir à 17 ans. Et quand il arrive à 17, il semble avoir atteint un plateau, puis tu te dis, ah, OK, il est ce qu'il est, puis bon, ça va être un choix de 3e, 4e ronde, alors que l'année passée, je le voyais comme un choix de première. Lui, Villeneuve, pas Villeneuve, mais Desnoyers, ouais. On le voyait comme, oui, top 20, entre 15-20, un bon joueur peut-être de milieu d'alignement. Là, moi, je regarde aller Desnoyers, puis je vois une machine de hockey. Alors, une machine de hockey, habituellement, c'est repêché dans le top 5-7. Bon, parfait. Fait que pour moi, est-ce que je vais changer d'idée après les séries? Peut-être. Mais en cette mi-saison, je suis très, très high sur Desnoyers. Simon Snake Boisvert, merci beaucoup. Merci pour cet excellent show. On a eu beaucoup de plaisir, Mathias. Il est magnétique, hein? Il y a comme un charme érotique. Là. Non, on sent l'érotisme dans la pièce. Pierre-Alexandre Girard, alias Kangaroo. Merci beaucoup. Merci les gars, puis mesdames, messieurs, on se retrouve pour le Patreon. Oui.